Pendant 2 décennies, entre 1788 et 1808, Maria Luisa de Parme fut reine consort d'Espagne. Pourtant, de sombres accusations ont abondé durant sa vie, allant de infidélité à répétition à l'empoisonnement de ses ennemis. Que ces rumeurs aient été vraies ou non reste un sujet de débat aujourd'hui, mais dans tous les cas, elle était extrêmement impopulaire dans son pays. Je vous propose de découvrir sa vie. Maria Luisa de Parme, elle est née le 9 décembre 1751 dans la ville de Parme, dans le nord de l'Italie. À cette époque, l'Italie était divisée en de nombreux petits États, et en 1748, le duché de Parme avait été attribué à la maison royale de Bourbon. C'était grâce au traité d'Aix-la-Chapelle, qui mit fin à la guerre de succession d'Autriche. Différentes branches des Bourbons régnaient sur la France et l'Espagne, et il fut décidé que le père de Maria Luisa, Philippe, le deuxième fils du roi Philippe V d'Espagne, obtiendrait le duché. Ainsi, Maria est née dans la ville italienne un peu plus de 2 ans après que son père y soit arrivé en tant que duc de Parme. La mère de Maria Luisa était Louise Élisabeth, la fille aînée du roi Louis XV de France. Elle était étroitement liée à Philippe, qu'elle épousa en 1739, perpétuant ainsi une tradition de mariage entre cousins proches au sein des familles royales européennes. Elle et Philippe eurent 3 enfants qui vécurent jusqu'à l'âge adulte. Isabelle est née en 1740 et un peu de temps après leur mariage. 10 ans plus tard, en janvier 1751, un garçon nommé Ferdinand est né. Quelques semaines plus tard, Louise Élisabeth est tombée enceinte et ainsi Marie-Louise est née 11 mois après. Les 3 enfants et leurs parents vivaient dans le palais ducal de Colorno et de Parme, un bel édifice qui avait été rénové et agrandi pour devenir un palais du XVIIIe siècle à partir d'une imposante construction médiévale plusieurs décennies auparavant. Maria Luisa et ses 2 frères et sœurs auraient été éduqués par Étienne Bonnard de Condillac, un éminent érudit français des Lumières, mais il n'existe aucune preuve pour étayer cette affirmation. Eh bien, on sait que Condillac est arrivé à Parme en 1768, et à cette époque, Maria Luisa avait déjà quitté l'Italie. Avant cela, la famille avait connu un drame lorsque la mère de Maria Luisa est décédée en 1759, suivie par sa sœur Isabella en 1763. Toutes 2 ont été emportées par la variole, la maladie la plus mortelle de l'Europe de l'époque moderne. Au moment où la mère de Maria Luisa est décédée en 1759, on avait déjà beaucoup réfléchi à la personne qu'elle épouserait, et le prince Louis, duc de Bourgogne en France, était considéré comme un prétendant possible. Pourtant, il est mort de la tuberculose en 1761, alors qu'il n'avait que 9 ans. Par la suite, un mariage avec le prince Charles, fils et héritier du roi Charles III d'Espagne, a été proposé. Des négociations ont suivi et, le 4 septembre 1765, le mariage a été célébré au palais de la Granja, près de Ségovie, au nord de Madrid. Maria Luisa n'avait que 13 ans, tandis que Charles en avait 16, et ils étaient de cousins germains. Le mariage a été difficile pour Maria Luisa durant ses premières années. La mère de Charles, Maria Amelia, était décédée quelques années plus tôt et, Charles étant l'héritier du trône d'Espagne, Maria Luisa est devenue la première dame de la cour espagnole. Plusieurs de ses proches, cependant, ne l'apprécièrent pas, en grande partie à cause de son attitude perçue comme dominatrice envers son mari, un jeune homme influençable qui ne s'est jamais imposé comme un héritier ou un souverain fort. Le mariage de Maria Luisa ne donna pas d'enfants pendant plusieurs années et, lorsqu'ils en eurent, cela fut assombri par des fausses couches et la mort de plusieurs de leurs enfants. Ce n'était pas inhabituel. La mortalité infantile et juvénile était extrêmement élevée à l'époque moderne, avec 30 à 35% des enfants mourant avant d'atteindre leur 10e année. De plus, la mortalité infantile et juvénile était particulièrement sévère parmi certaines lignées royales d'Europe, conséquence des mariages consanguins fréquents entre les maisons royales. La reine Anne de Grande-Bretagne, par exemple, avait été enceinte 14 fois à la fin du XVIIe siècle et avait perdu tous ses enfants à la suite de fausses couches ou de décès survenus pendant l'enfance ou la petite enfance. Maria Luisa était un peu mieux lotie qu'Anne. On pense qu'elle a connu 24 grossesses différentes.
10 d'entre elles ont abouti à des fausses couches, mais 14 sont allées à terme. Parmi les 14 enfants auxquels elle a donné naissance, 7 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. 7 autres sont morts en bas âge ou durant l'enfance et, à cause de cela, des rumeurs ont commencé à circuler à la cour d'Espagne selon lesquelles Maria Luisa était maudite. Leur premier enfant, un garçon nommé Charles Clément, né en septembre 1771, est mort à seulement 2 ans et demi en mars 1774. Une fille nommée Maria Luisa, comme sa mère, est morte à 4 ans et demi à l'été 1782. Des jumeaux nommés Charles et Philippe, ou Carlos et Felipe, pour utiliser les versions hispaniques de leurs prénoms, sont nés en septembre 1783, mais ils étaient en maladif dès la naissance et tous deux sont morts à 3 semaines et demie d'intervalle en 1784. Les 7 enfants qui ont atteint l'âge adulte étaient en Carlota, née en 1775, Maria Amelia, née en 1779, Maria Luisa, née en 1782 Ferdinand, née en 1784 Carlos, née en 1788 Maria Isabella, née en 1789 et Francisco, né en 1794. Plusieurs d'entre eux allaient devenir rois et reines de différents États européens. Curieusement, on pense que Maria Luisa a fait une fausse couche aussi tard qu'en 1799, alors qu'elle approchait déjà de la cinquantaine et qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit ménopausée. À ce moment-là, son lourd passé obstétrical avait laissé des traces. Bien qu'elle ait été remarquée comme une femme attirante dans les années 1770 alors qu'elle était dans la vingtaine, dès les années 1780, Maria Louise avait vieilli prématurément. Beaucoup remarquaient qu'à la trentaine, sa peau avait une teinte jaunâtre, signe d'ictère. C'était peut-être le résultat de ses grossesses apparemment sans fin et de ses nombreuses fausses couches. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Le beau-père de Maria Luisa, le roi Charles III, est mort durant l'hiver 1788, et son mari lui a succédé sous le nom de roi Charles IV. Il allait régner durant les 20 années suivantes. Maria Luisa devint reine consort en même temps. On comprit rapidement qu'elle était une figure majeure derrière le trône. Son mari n'était pas un souverain fort et il était dominé par sa femme. Par exemple, elle assista à la première réunion avec les principaux conseillers d'État en 1788 et fit clairement comprendre qu'elle avait l'intention de jouer un rôle dans la gouvernance du pays, ce qui se poursuivit tout au long du règne. Charles se contentait de la laisser faire, car ses passions résidaient principalement dans la chasse et d'autres loisirs aristocratiques. Pour sa part, Maria Luisa joua un rôle bien plus important dans les affaires de l'État et en particulier dans la promotion de l'éducation et de la culture en Espagne. De plus, elle fut la principale mécène de Francisco Goya, qui devint le peintre officiel de la cour dans les années 1790.
Pendant son séjour à la cour, d'innombrables accusations circulaient à huis clos, affirmant qu'elle se livrait à des infidélités répétées et prenait de nombreux amants. Une rumeur en particulier prétendait qu'elle avait une liaison avec Emmanuel de Godoy, un jeune homme qui, dans les années 1790, devint Premier ministre d'Espagne en tant que secrétaire d'État. Sa jeunesse, son ascension rapide au pouvoir et le soutien de la reine, ainsi que sa relation étroite avec elle, ont suscité de vives suspicions selon lesquelles ils auraient entretenu une romance pendant de nombreuses années. De plus, Maria Luisa s'appuyait émotionnellement sur Godoy pendant les périodes difficiles, comme lorsqu'elle a perdu ses enfants et lors de la dépression causée par sa ménopause. On disait aussi que Godoy était le père biologique de plusieurs de ses enfants, et le confesseur de la reine a écrit dans son testament que aucun de ses fils et filles, aucun n'était issu du mariage légitime. Bien que de nombreux historiens pensent que cette relation était probable, nous avons en réalité très peu de preuves concrètes qui le confirment. Ces accusations semblent avoir été si répandues en raison de la jalousie parmi les rivaux de Godoy, pour le pouvoir et parce que la reine dépassait les contraintes imposées aux femmes dans un monde dominé par les hommes. La rumeur malveillante s'est également étendue aux relations de Maria Luisa avec plusieurs autres grandes aristocrates féminines à la cour d'Espagne. Par exemple, on soupçonnait qu'elle avait empoisonné Maria Quetana de Silva, 13e duchesse d'Alba. La duchesse d'Alba avait épousé le marquis de Villafranca. Et cette union de deux grandes lignées aristocratiques espagnoles les avait placées très haut dans la hiérarchie à la cour royale d'Espagne, juste après la famille royale et la maison d'Osuna. Maria Luisa était donc considérée comme une rivale à la fois de la duchesse d'Alba et d'Osuna. Ainsi, lorsque la duchesse d'Alba mourut soudainement à l'été 1802, à seulement 40 ans, son décès fut jugé suspect et des accusations selon lesquelles la reine aurait organisé l'empoisonnement de sa rivale circulèrent. Ces allégations étaient totalement infondées et presque tous les historiens s'accordent à dire qu'Alba est morte de la tuberculose, compliquée par une forte fièvre. Néanmoins, ce n'était pas la seule femme que Maria Luisa aurait empoisonnée. En 1802, son fils le prince Ferdinand a épousé Maria Antonia de Naples en Sicile. Maria Luisa n'aimait pas sa belle-fille, écrivant un jour à Emmanuel Godoy « Que ferons-nous de ce serpent diabolique de ma belle-fille et de ce bâtard lâche de mon fils ?» L'animosité entre les deux et le fait qu'elle n'avait que 21 ans ont conduit à des accusations selon lesquelles elle aurait été empoisonnée. Mais il n'existe aucune preuve pour étayer cela, et Maria Antonia est en réalité morte de la tuberculose. Au début du XIXe siècle, ceux qui étaient au centre du pouvoir en Espagne avaient des problèmes bien plus graves à gérer que les infidélités supposées de la reine consort ou une histoire inventée de possibles empoisonnements. Une menace bien plus réelle et tangible était apparue en Europe de l'Ouest. En 1789, la Révolution française avait commencé, menant finalement, au début des années 1790, à la destitution et à l'exécution du roi Louis XVI de France, le cousin de Maria Luisa. Durant les guerres révolutionnaires françaises, le roi Charles et son gouvernement rejoignirent logiquement la coalition anti-française avec la Grande-Bretagne et l'Autriche contre la France. Mais lorsque les Français commencèrent à prendre le dessus sur leurs ennemis en 1794, Charles, Maria Luisa, Godoy et d'autres responsables à Madrid changèrent de cap de façon surprenante. Une alliance fut conclue avec la Nouvelle République française, ce qui fit de l'Espagne le principal allié de la France parmi les puissances européennes. L'alliance franco-espagnole a toujours été déséquilibrée. L'Espagne était une puissance de second rang en Europe à la fin du XVIIIe siècle, tandis que la France s'imposait comme la puissance continentale dominante sous la République. Mais cela devint encore plus marqué sous Napoléon Bonaparte, en tant qu'empereur des Français, à partir de 1804. En 1807, Maria Luisa, Charles et Godoy tentèrent de profiter de l'expansion française en acceptant le traité de Fontainebleau, qui permettait à l'Espagne d'envahir et d'annexer effectivement le Portugal, une puissance étroitement alliée au principal ennemi de la France, la Grande-Bretagne.
Ce qui s'ensuivit fut une période d'intervention marquée des Français dans les affaires espagnoles, culminant finalement avec la destitution de Charles et la brève accession au trône de Ferdinand. Le fils aîné de Louisa, Ferdinand, une figure qui s'était opposée de plus en plus à son père sans volonté au fil des années. Maria Louisa et Charles firent appel à Napoléon concernant ce nouvel arrangement, mais leurs protestations eurent une conséquence encore pire lorsque Napoléon décida de se passer complètement de la famille royale espagnole. À l'été 1808, il imposa son frère Joseph Bonaparte comme nouveau roi d'Espagne. Ainsi, le temps de Maria Louisa au centre du pouvoir à Madrid prit fin. Le nouvel arrangement fut un désastre pour Napoléon. Une longue guerre de guérilla éclata en Espagne. Une guerre qui a englouti tant de ressources françaises à la fin des années 1800 et au début des années 1810 qu'elle est devenue connue sous le nom d'ulcère espagnol. Avec l'abdication de Charles puis la déposition de Ferdinand en faveur de Joseph en 1808, Maria Louisa, son mari et Godoy quittèrent l'Espagne et passèrent une grande partie de la fin des années 1800 et du début des années 1810 comme quasi-prisonniers en France, en 27 ans. Ils vivaient dans des conditions agréables à Aix-en-Provence et à Marseille, mais ils étaient en même temps sous une forme de détention politique, afin d'éviter qu'ils ne deviennent une source de mécontentement politique s'ils retournèrent en Espagne. En 1812, l'ancien roi et la reine ainsi que leurs partisans furent autorisés à s'installer en Italie, où ils vécurent un temps à Rome sous le patronage de la papauté. Les événements évoluaient rapidement à cette époque et, alors que l'empire de Napoléon s'effondrait au milieu des années 1810 à la suite d'une invasion militaire désastreuse de la Russie, Ferdinand retourna en Espagne et y reprit le trône. Il interdit à ses parents de retourner à Madrid. Ainsi, Maria Louisa et son mari passèrent leurs dernières années à vivre à Rome. Ce fut une retraite loin d'être désagréable, passée comme proche confident de la papauté, tout en constituant une précieuse collection d'art. Elle mourut dans la ville éternelle le 2 janvier 1819 à l'âge de 67 ans. Charles mourut seulement 2 semaines et demie plus tard. Godoy, quant à lui, vivrait encore plus de 3 décennies. Maria Louisa l'avait désigné comme principal bénéficiaire de son testament et Charles lui avait rapidement demandé de quitter leur cour en exil après sa mort. Les rumeurs étaient peut-être vraies finalement. Nous ne le saurons peut-être jamais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Maria Louisa de Parme. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. Je viens d'atteindre 300 000 abonnés, merci à tous. J'espère que vous avez activé les notifications et que vous êtes abonnés pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Bref, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.